Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très heureux d'être en compagnie avec Dr Roots du cabinet vétérinaire Animalia. Bonjour. Bonjour Simon. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va aussi, merci. Alors Dr Roots, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer pendant un événement, Roth Dago, et aujourd'hui on a vraiment voulu venir visiter ton cabinet vétérinaire pour pouvoir le montrer un petit peu à tous nos spectateurs. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cabinet, depuis combien de temps il existe? Alors, le cabinet vétérinaire Animalia a été créé par un couple de vétérinaires en août 2021. Donc, ça fait maintenant 1 an et quelques mois qu'on est ici. D'accord, donc voilà. Une bonne année déjà. Et avant ça, tu faisais quoi? J'étais dans une industrie avicole, une société qui produit des poussins d'un jour. Pendant 5 ans, j'étais dans la société. Ce domaine. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, on peut voir dans ton cabinet que tu vends des poussins. Oui, alors, exactement. Pour les gens un petit peu comme moi, débutants, qui ne sont pas experts, à quoi ça sert ces poussins? Pourquoi on achète ce genre de poussins? Alors, le poussin, c'est le poussin pour les poulets de chair. Donc, on achète le poussin et on la fait grossir, on lui donne de l'aliment et tout ce qu'ils ont besoin pour avoir le poulet qu'on consomme tous les jours. D'accord, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux arriver et te dire, voilà, je veux 10 poussins. Il faut savoir que le poussin, c'est un business comme tout autre. C'est une économie qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas destination des particuliers, donc c'est pour les professionnels, qui sont dans le milieu de l'agribusiness. Oui, et nous, on fait une consultance là-dessus, on fait une prestation. On peut accompagner tous les éleveurs, que ce soit en poulet de chair ou en poule pondeuse. Et on accompagne, on donne des conseils, on peut acheter même tous les matériaux qu'ils désirent et on accompagne l'éleveur pour qu'il réussisse son élevage. Et donc, si je comprends bien, c'est déjà une bonne spécificité de ton cabinet. Oui. D'accord, ça c'est vraiment quelque chose que seuls ici, les gens à Madagascar peuvent trouver. Donc, moi, si maintenant, ok, j'arrive, je ne veux pas 10 poussins, mais si je veux créer mon business dessus, je peux venir te voir. Et là, tu m'expliques tout de A à Z pour que je puisse me lancer. Oui, donc c'est en fonction de votre budget aussi et votre terrain. Où est-ce que vous voulez l'implanter et combien de mètres carrés vous en disposez. Et c'est à partir de là qu'on va vous former et vous accompagner. Et nous accompagner jusqu'au succès de la société. Voilà. C'est vrai qu'à Madagascar, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'agribusiness, pour moi, c'est un business vraiment du futur. Alors pour ceux qui hésitaient ou ceux qui ne connaissent pas vraiment et qui se disent comment faire, eh bien en fait, c'est possible. Lancez-vous avec Dr Roots chez Animalia. Et tout d'un coup, tu te dis, bon, moi les poussins, ok, j'ai fait ça pendant 5 ans, et tu décides maintenant de te lancer dans le cabinet vétérinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Le cabinet était géré par mon mari et actuellement, il est en stage à l'étranger. Donc en même temps, j'ai voulu reprendre la gérance aussi et m'habituer dans le monde d'animaux de compagnie. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en parallèle avec tout ce que je connais dans toute l'industrie avicole. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. D'accord, donc tu t'es lancé comme ça pour aider ton mari, mais également pour élargir un petit peu ton domaine d'activité. Et aujourd'hui, tu soignes souvent plutôt des chiens, des chats ou encore des poulets? C'est quoi tes principaux animaux que tu reçois ici? Les 3. Ah, les 3? Oui, parce que chez les éleveurs qui prennent des poussins chez nous, ils nous appellent régulièrement pour voir est-ce qu'on peut visiter leur ferme. C'est vraiment un suivi hebdomadaire ou tous les mois. D'accord, un suivi régulier, systématique. Systématique, voilà. D'accord. À part les poulets, tu fais aussi les porcs, les zébus? Ici, les éleveurs n'ont pas du tout l'habitude de venir ici pour les éleveurs de porcs ou de zébus. Ce sont des gens qui sont plutôt en brousse, j'imagine, avec des vétérinaires qui sont plutôt en brousse. Tandis que les poulets, c'est quand même plus facile. Et on peut se lancer même carrément en centre-ville. Oui, voilà. C'est comme ça ici. Les petits font les grands. Voilà. Et donc, dis-moi, ton mari est vétérinaire. Oui. Tu es vétérinaire, un couple de vétérinaires. Oui. Ça se passe bien au quotidien? Très bien. Le soir, quand vous rentrez, vous parlez d'animaux? Toujours. Donc, un couple de passionnés. Oui. Tu as des enfants? Oui, 2. Et ils vont devenir vétérinaires? J'espère pas, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi tu n'espères pas? C'est un métier d'avenir ici à Madagascar. Oui, c'est un métier d'avenir, mais c'est très dur aussi. C'est très dur. Il y a la concurrence, mais il y a aussi... on n'est pas privilégié comme d'autres médecins, par exemple. Donc il faut continuer de se battre. Voilà. Il faut aussi solidifier et donner plus d'importance à l'ordre des vétérinaires pour que vous ayez plus de poids. Oui. Mais je pense que ça va venir parce qu'on a vu quand même une évolution positive ces 15 dernières années, même ces dernières années fulgurantes. Bien sûr. Donc c'est un métier qui est difficile, plein d'avenir. Et on espère aussi qu'il y aura de plus en plus de propriétaires d'animaux qui feront soigner leurs
animaux de compagnie, leurs chéris, chez toi. Oui, bien sûr. Et aussi, je voudrais dire un message, parce que les gens pensent aussi que pour soigner les chiens et les chats, ça coûte beaucoup d'argent, mais pas forcément en fait. Il faut juste appliquer toutes les indications que votre vétérinaire dise. D'accord, donc en fait tu es en train de me dire que c'est accessible. Voilà. Et qu'il faut en fait, parce que c'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent avoir un a priori. Oui, voilà. Et l'a priori c'est que ce sont les Vasa qui fait ça. Allez, pour nos spectateurs en France, Vasa, ici à Madagascar, ça désigne les Européens, Amérique du Nord. Voilà. C'est pas un terme péjoratif, oui, comme non, on pourrait des fois l'imaginer en Europe, parce qu'on est très strict sur les nominations des ethnies raciales, mais ici c'est quelque chose de courant. Donc les Vasa, les Européens, donc qui sont supposés avoir de l'argent, d'accord ? Oui, voilà. Qui sont supposés, parce qu'il y a aussi les Vasa Reraka qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Mais les Malgaches peuvent très bien se permettre d'emmener leurs animaux chez un vétérinaire. Tu me confirmes ? Oui, je confirme parce que 80% de nos clients sont des Malgaches. Donc, et d'ailleurs, je trouve que les Malgaches aiment beaucoup les animaux de race. Oui, oui. Ça correspond beaucoup à la mentalité malgache, l'élevage des chiens de race. Des chiens de race, parce que les gens aiment bien en fait avoir des animaux qui sortent de l'ordinaire, un peu exceptionnels. Et donc, ils aiment importer des chiens de race. Et paradoxalement, les Vasa aiment les chiens abandonnés, les Alikagas. Moi, j'en ai 3. J'en ai 3 d'Alikagas, donc c'est paradoxal. Mais on espère quand même que les Malgaches vont suivre un petit peu la tendance des Alikagas, parce que c'est quand même une race de chiens très intéressante, très solide. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des Alikagas ? Les Alikagas, c'est des races très résistantes. Parce qu'on l'appelle la race commune, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de races qui a fait qu'il y a la race Alikagas. Donc par rapport à la maladie, il est beaucoup plus résistant et aussi facile à nourrir. Il peut manger n'importe quoi. Oui. Tandis qu'un chien de race, il faut faire attention, il faut des croquettes spécifiques, les chiens de pure race. Tandis qu'un Alikagas, il mange un petit peu ce qu'on lui donne, on est bien d'accord, et il se porte très bien. Il se porte très bien. Alors on sait maintenant que les Alikagas, c'est très, économique. Donc ceux qui veulent un chien de compagnie ou pour garder la maison et qui ont un budget limité, n'hésitez pas, foncez sur les Alikagas. En plus, on peut les adopter gratuitement via des associations comme Animal Voice, Gas Animal Aid ou encore Animal SOS. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de choses un peu concrètes, parce qu'on dit ok, c'est accessible. Donne-nous un petit peu des ordres de grandeur de prix de ce qu'on peut trouver chez toi. Par exemple, pour les vermifuges, on peut avoir vermifuge pour les chiens de moins de 10 kg à 5 000 arias, par exemple. Seulement 5 000 arias, d'accord. Et par exemple, un shampoing anti-puce ou une pipette anti-puce, combien ça coûte ? Le shampoing anti-puce, c'est à 15 000 arias. D'accord. Et ça dure combien de temps ? C'est un flacon de 400 ml, donc ça dure. Ça dure plusieurs mois. Alors, faut laver votre chien quand même de temps en temps, mais effectivement, ça peut durer longtemps. Donc, on voit effectivement que ce sont des choses qui sont accessibles. Alors, on peut emmener tes chiens pour aussi des opérations chirurgicales. Je crois que là, en ce moment, il y a 2 chiens qui sont en train de se faire stériliser et castrer. Tu peux nous parler de ça un petit peu ? Oui, il y a des propriétaires qui ont décidé de stériliser leurs chiens. Juste, par exemple, ils sont frères et sœurs, par exemple, et ils ont envie de stériliser leur chien. Pour pas qu'ils s'accouplent entre eux. Oui. D'accord. Et on fait ça à partir du 6e mois, et voilà. D'accord, alors déjà je précise pour nos spectateurs qu'il faut absolument éviter la consanguinité entre chiens ou entre chats, parce que ça peut créer énormément de problèmes. C'est comme chez les humains, d'accord ? Alors, quel autre avantage ça apporte de stériliser son chien ? Il y a aussi le côté hormonal, par exemple. Si vous avez un chien ou que vous ne voulez pas faire la saillie avec d'autres sexes, de sexe opposé, donc vous pouvez stériliser. Parce que si vous ne stérilisez pas, après 4 ou 5 années, il se peut qu'il y ait un trouble hormonal qui pourrait causer éventuellement un cancer. Donc il est vivement conseillé de faire la stérilisation dans ce cas-là. D'accord. Donc en fait, si je résume pour nos spectateurs, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre chien pour avoir une portée, voilà, par exemple si ce n'est pas un chien de race, il faut le faire stériliser parce qu'effectivement, ça diminue drastiquement les risques de cancer. D'accord. Alors tu fais les stérilisations, tu fais quoi d'autre comme opération chirurgicale ici ? Enlèvement de tumeurs mammaires. Ça arrive souvent ça ? Oui. Malheureusement. Malheureusement. Ouais, tu as une idée de la cause ?
La cause, il y en a beaucoup, mais les chiennes qui avaient des problèmes pendant l'accouchement, par exemple, qu'ils reçoivent beaucoup de doses d'hormones, ça, par exemple, ça favorise le tumeur mammaire. Mais il y a aussi l'âge avec l'âge, les hormones. L'environnement, est-ce que la pollution, ça joue aussi? Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, mais je pense que ça compte comme chez aussi. les humains, Oui. quand même, il faut faire attention à tout ce qui est un petit peu chimique, Voilà. nocif, peut créer des cancers. Néanmoins, pas d'études pour corroborer ce qu'on est en train de dire, donc à prendre avec des pincettes. D'accord. Alors, voilà, on sait maintenant tout ce que tu fais des opérations chirurgicales, tu fais des consultations régulières, tu fais des suivis vermifuges, vaccination, d'accord? Et tu t'occupes aussi des poussins. Oui. Tu t'occupes de beaucoup de choses. C'est pour ça que tu dis que le métier est dur, parce que tu es hyper active. Oui, je prends ça comme un compliment. Mais c'est un compliment. Merci. Mais dis-moi aussi, alors, on revient un peu à la genèse de tout ça, et tu t'es dit un jour, voilà, je veux devenir vétérinaire, je veux travailler dans le milieu animalier. Pourquoi? Quelle est l'origine? En fait, je suis tombée par hasard dans la médecine vétérinaire. J'étais au début dans la médecine humaine. D'accord. Mais quand je suis tombée dans la médecine vétérinaire, j'étais plus que passionnée même. Même mes parents n'en croyaient pas parce que eux, ils désiraient que je devienne docteur, médecin. Mais après... Tu t'es dit que finalement les humains valaient pas le coup. Les humains valaient pas le coup. Je suis pas prêt à prêter serment, donc je préfère soigner les animaux. C'est une conviction. Oui. Mais on est deux à penser ça. Oui. D'accord. Et peut-être trop avec ton mari, j'imagine. Oui, on est trop à penser ça. Lui, il est très passionné aussi. Il est passionné aussi. Donc c'est comme ça, tu as pris l'amour. Toi-même, tu as des animaux? Oui. À part ceux que tu fais élever pour te nourrir. Oui, je reçois. Il y a des propriétaires qui nous délèguent un peu les chiens et nous. Ah, vous vous en occupez, d'accord. En parlant de ça, est-ce que ça t'arrive de collaborer avec des associations qui aident les animaux en détresse? Pour le moment, on n'a pas encore discuté avec les associations, mais là, je fais appel à toutes les associations. On est ouvert à toute proposition. Le message est donc là. Animalia est présent, disponible pour les associations qui aident les animaux en détresse. N'hésitez pas à venir et puis discuter, parce que l'intérêt quand même dans tout ça, c'est le bien-être des animaux, que je sache. Très bien. On va faire un tour dans ton cabinet? Bien sûr, entrez. Alors, Dr Woods, nous sommes rentrés dans ton cabinet vétérinaire. Explique-nous le déroulement lorsque tu reçois un client. Donc là, quand je reçois le client, on demande d'abord le nom de l'animal et on pèse et on demande qu'est-ce qu'il veut comme service. Qu'est-ce qui se passe? Et par exemple, il te dit, voilà, je sais pas, mon chien, il a vomi. Il a vomi, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc la première chose à faire, c'est faire une anamnèse commémorative, c'est-à-dire demander une anamnèse commémorative. Attention, esprit scientifique, c'est pour vous. C'est-à-dire demander au propriétaire qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand ça a commencé et de quelle couleur, à quelle fréquence et qu'est-ce qu'il a mangé et d'habitude il fait comment. Et voilà. Donc un peu comme Sherlock Holmes, tu analyses tout ce qui s'est passé durant les derniers jours pour déceler un petit peu ce qui pourrait être à l'origine du vomissement ou du problème du chien. Et systématiquement, je demande est-ce qu'il est vacciné et comment sont les vermifuges? Est-ce que vous lui donnez régulièrement ou pas du tout? Et c'est en fonction de ça qu'on va lui suggérer des analyses complémentaires, par exemple. Faire des analyses, passer sur la table de consultation, palpation, etc. Donc très important, dans tous les cas, tu apprends à connaître l'animal, tu apprends comment ça se passe chez lui avant d'aller plus loin. Voilà. D'accord. Alors on revient un petit peu dans le cas un peu général des gens qui viennent ici, qui ont juste besoin d'acheter quelque chose et qui n'ont pas leur chien qui a un problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver chez toi? Ils peuvent trouver, par exemple, pour les chiots, des biscuits et ils peuvent trouver des vitamines, des compléments à base d'oméga 3, oméga 6. Ça sert à quoi ça?
Ça sert à améliorer le pelage. D'accord. Pour les chiens qui vont se présenter, par exemple, à Mada Dog Show. D'accord. Tu seras présente, tu seras présente? Oui, aussi. Alors, on vous donne rendez-vous au Mada Dog Show. Oui, vendredi, ce vendredi. Ce vendredi, alors peut-être la vidéo sera publiée après. Mais bon, l'année prochaine, 2023. Oui, et voilà. D'accord. Ça sert à ça, le oméga 3 et oméga 6. Donc des biscuits, des croquettes, des compléments alimentaires, quoi des d'autre? antipuces, comprimés ou en spot-on. J'ai aussi des produits pour les volailles, D'accord. des antiparasitaires, des vitamines et des antibiotiques. D'accord. Pour tout type de volailles, que ce soit les volailles coqs de combat ou les volailles poulet de chair ou poule pondeuse. Tu reçois beaucoup de coqs de combat ici? Oui, on collabore avec 3 propriétaires actuellement. Alors c'est quoi les spécificités d'un coq de combat? Raconte-nous un petit peu ce qui fait qu'un coq est de combat et l'autre coq est de juste pour chanter le matin. C'est la génétique, tout simplement. D'accord, donc Oui. il y en a qui sont taillés pour, Oui. qui sont musclés, qui sont bagarreurs. Et en fait, la génétique, pourquoi? Parce que tous les éleveurs de coqs de combat importent leurs coqs de combat. D'accord, Oui. donc il n'y a pas à Madagascar, je ne peux pas aller comme ça au marché au centre du coin et demander un coq de combat. Non, ça... Et ils les font venir de quel pays? D'Afrique du Sud? De multiples, Maurice, Thaïlande, en Europe. Il faut se méfier des coqs thaïlandais. Hein. C'est les meilleurs, non? Oui. C'est les meilleurs? C'est ce qu'ils disent, mais moi je ne suis pas spécialiste, mais oui, les éleveurs disent ça, oui. Et donc après un combat, j'imagine que tu reçois ces coqs? Tous les éleveurs connaissent à peu près déjà tous les soins qu'il faut, mais les médicaments, ils les prennent chez les vétérinaires, c'est pour ça qu'ils viennent ici. D'accord, donc ils savent déjà s'occuper de leur coq de combat parce que pour eux c'est un business. Oui, voilà. Mais ils viennent se fournir chez toi pour tout ce qui est compléments alimentaires ou médicaments. Voilà. Ils se dopent? Je sais pas. C'est tabou? C'est un secret qu'ils gardent. C'est un secret, ils ont peut-être chacun leur propre petite recette, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, chez toi, on ne trouve pas de produits illicites. Hein. On trouve que des vitamines, genre K, des choses comme ça, vitamine K, vitamine B. D'accord, pour dynamiser, des fortifiants en fait. Oui. D'accord. Donc tu as eu des coqs, je crois que tu m'avais parlé d'une tortue aussi, la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Une tortue dont tu as amputé une patte. Oui. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses, des caméléons, des serpents? Non, pour le moment. Pour le moment, non. Hein, les malgaches restent encore très classiques, on va dire. Chien, chat, mais bon, déjà, tortue, c'est pas mal. Tortue et coq de combat, ça, c'est aussi original. Très bien. Alors, moi, j'aimerais un petit peu qu'on parle à nos spectateurs qui se disent, voilà, moi, j'aimerais avoir un chien, mais peut-être que j'ai pas trop le budget, ou ceux qui ont déjà des chiens et qui se disent voilà, moi me payer un sac de croquettes, ce qui est très bien, hein, si vous pouvez donner des croquettes, au moins partiellement l'intégrer dans l'alimentation, mais il y en a certains qui ne peuvent pas du tout se permettre des sacs de croquettes. Quelle alimentation tu leur conseilles pour leur alikagas? Ce que je conseille, c'est le ménagère. Vous faites du riz, de la viande et des légumes. Par contre, il faut une proportion idéale pour chaque chien en fonction de son poids. Donc c'est pour ça qu'il est important de venir quand même chez votre vétérinaire et le peser quand vous lui donnez vermifuge. Et là, on sait le poids. Et là, on va faire comme une sorte de menu pour lui. C'est-à-dire, je vous donne une idée. Pour la viande, par exemple, c'est 20 grammes par kilo de son poids. Donc pour la répartition, c'est un tiers de riz, un tiers de légumes et un tiers de viande. D'accord. Donc en fait, si je résume, hein, docteur Rouz, ce qui est important, même si on a un alikagas, c'est quand même de venir chez le vétérinaire. De toute façon, c'est la base. Hein, parce que j'ai envie de dire, quand on veut un chien ou quand on a un chien, même si on a un budget très limité, c'est impératif. Il faut consulter au moins une fois le vétérinaire parce que dans tous les cas, et ça il ne faut pas passer à côté, hein, que ce soit un alikagas ou pas, il y a les vaccins de base à faire, dont la rage, d'accord, et le vermifuge. Ça, dans tous les cas, il faut le faire. Et on sait déjà que ce n'est pas des sommes excessives. Reste donc la question de l'alimentation. Et là, au niveau de l'alimentation, en fait, on peut s'en sortir avec ce qu'on mange déjà à la maison. Est-ce qu'il faut, par exemple, ne pas donner du sel, des choses comme ça? Ce qu'il faut faire attention, c'est les os. Il faut éviter de donner des os à vos chiens.
D'accord. Et l'huile, c'est bon si c'est un peu cuit avec la friture? Non, l'huile, ce qu'il faut faire, c'est l'huile noble, entre guillemets, comme l'huile de colza ou l'huile d'olive. Donc pas l'huile de tournesol? Non. Et encore pire, pas l'huile de palme? L'huile de palme, non. On n'en parle même pas. Oui. Donc les pâtes à tartiner... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens n'ont pas le sens du goût comme l'humain. D'accord. Donc il ne faut pas espérer qu'on va faire un peu plus goûteux, non. Les chiens n'ont pas ça. C'est juste qu'ils mangent avec leur nez. L'odorat, donc ils détectent d'abord, est-ce que ça se mange? Voilà. Et après ils le mangent. Voilà. Ils ne se posent pas de questions. Oui. Donc inutile de mettre du sel, des condiments, des épices. On ne cuisine pas comme pour un humain qui a le palais un petit peu fin, mais un animal a juste besoin que ça soit comestible, comestible, sans sel, sans gras saturé. Oui. L'erreur aussi, ce qu'on a remarqué, c'est quand les gens reviennent du mariage ou d'une fête, et là on donne beaucoup d'os ou les restes des aliments qui ont été là-bas, il faut éviter ça aussi, parce que avec la température, l'altération des aliments, il faut faire très attention aussi. D'accord, d'accord. Donc, si vous apportez des restes, il faut éviter, tout simplement. Il faut éviter. Parce que la nourriture a pu se détériorer et comporter beaucoup de germes, de bactéries ou pire, des parasites qui seraient venus pondre directement dans la nourriture. Et là, vermifuges, etc. Et on retourne dans le cycle. Donc voilà, on peut s'en sortir pour pas cher, allez disons-le, on peut s'en sortir pour pas cher pour alimenter son alicagas. En plus on sait qu'un alicagas est résistant d'un point de vue gastrique, de son appareil digestif, il est très résistant. Mais par contre, vaccin vermifuge obligatoire. Obligatoire, oui. Ok, merci beaucoup Dr Roots. Merci à vous. On va continuer à visiter un petit peu. D'accord. Nous arrivons donc au terme de ce reportage sur Animalia, mais avant de nous quitter, j'aimerais te poser une dernière question, Dr Hunt. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu espères pour Madagascar d'ici 10 ans dans le monde animalier? Ce que j'espère, c'est le développement du bien-être animal, tout simplement, et que tout le monde soit conscient de ça, c'est-à-dire de prendre soin de ses animaux. Et aussi pour le côté poussin, se développer en termes d'économie. Donc tu espères un développement de l'agribusiness via notamment l'élevage de poulets de chair. Et bien sûr, tu espères une plus grande sensibilisation toujours à la cause animale, grâce aussi à cette participation à ce genre de reportage. Allez, je te laisse encore un petit peu la parole. Un dernier conseil de ton choix pour nos spectateurs? Oui, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours demander à vos vétérinaires pour tout ce qui concerne les animaux de compagnie ou tous vos animaux à la maison. Ne pas faire une automédication, ça peut être très dangereux et ça pourrait être irréversible. Malheureusement, ça arrive. Il y a des propriétaires qui regrettent après de ne pas avoir demandé l'avis de vétérinaire avant de donner de médicaments. Donc je vous incite à vous rapprocher de vos vétérinaires et Animalia est là pour ça. Exactement. Alors voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets vétérinaires qui se créent à Madagascar. C'est donc très facile d'en trouver un. Et c'est vrai qu'au niveau du choix, vous pouvez choisir en fonction de la localisation, des tarifs éventuellement, des soins pratiqués. Mais je pense aussi qu'il faut choisir en fonction des docteurs qui sont présents, l'affinité que vous avez avec eux et leur niveau de compétence. Et je pense que Dr Roots aujourd'hui est un excellent exemple de compétences en matière vétérinaire à Madagascar. Merci beaucoup Dr Roots. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.